Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui à travers ce nouveau Facebook Live. Avant de démarrer notre échange, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient de démarrer, et puis vous présenter, vous souhaiter tout le meilleur, la douceur, la sérénité et surtout une excellente santé à vous et vos proches. Pour me présenter, parce que certains vous ne me connaissez peut-être pas encore, je suis Laurie Lecky, je suis experte activité maintien de l'autonomie chez Audecaire Service. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas évident, qui n'est pas simple à traiter, mais pour autant qui est très essentiel et important. Il s'agit du sujet des solitudes. Vous avez été très nombreux en préparant ce live à nous témoigner de vos situations, de vos expériences personnelles que vous avez vécues ou que vous traversez actuellement. Et vraiment, nous vous remercions pour la qualité des échanges, des commentaires que vous nous avez transités. Nous avons été touchés, très sensibles par l'ensemble de vos messages et également très touchés de cet élan de solidarité et de bienveillance qu'il y a eu entre chacun d'entre vous dans le partage de vos témoignages. À l'occasion de ce nouveau Facebook Live, j'ai le plaisir de l'animer conjointement et d'accueillir Joël Bruno, qui est le référent de l'antenne Sarthe au sein de l'association Astrée. Et vraiment, Joël, merci d'être avec nous. Mais merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur, puisque comme vous le savez, ce dimanche 23 janvier a eu lieu la 5e édition de la journée des solitudes. Et c'est une initiative de l'association Astrée, donc comme je disais, une 5e édition. Et c'est encore plus honorable de pouvoir recevoir le référent de l'antenne Sarthe au sein de ce live. Joël, avant de te laisser la parole et de pouvoir te présenter et présenter l'association et l'antenne Sarthe, je tenais en introduction à vous faire part d'un constat suite à une étude IFOP pour votre association qui montre que quand même 19% des Français se sentent toujours ou souvent seuls. C'est également une personne sur 5 qui est dans une grande solitude, ou c'est encore 10 millions de Français qui vivent la solitude de façon chronique. Voilà, c'est vraiment un constat qui est alarmant, qui est inquiétant et qui montre bien la nécessité de continuer les actions de sensibilisation et de continuer à mobiliser l'opinion publique sur le sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons ce live avec l'association Astrée pour continuer à lutter contre ce fléau. Joël, je vais te laisser te présenter et présenter l'association. Eh bien, merci encore de m'avoir invité et merci de consacrer cette émission à la solitude, qui est effectivement une grande cause qui peut-être un jour deviendra une cause nationale, parce que 10 millions, 10 millions, c'est-à-dire 1 sur 5, on sait, est évidemment très très important. Alors, en ce qui me concerne, je vais être très rapide, je suis à la retraite, mais j'ai été cadre, puis chef d'entreprise, puis directeur d'association, et j'ai toujours un peu travaillé dans le domaine économique, social, de manière à non seulement, évidemment, essayer de m'épanouir personnellement, ce qui est le souci de chacun d'entre nous, mais aussi de servir les autres et d'être utile à la société. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré, il y a maintenant 2 ans exactement, le 23 janvier 2020, que j'ai vu en fait un article sur Ouest France qui parlait justement de la journée des solitudes dont tu parlais tout à l'heure, et j'ai constaté que Astrée, qui existait depuis plus de 30 ans en France, n'était pas au Mans, ce qui m'a paru tout à fait surprenant. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce que la solitude, c'était un point important. Donc, je me suis mis en réflexion sur ce point. J'ai appelé quelques amis, et puis ça a démarré, et puis voilà, maintenant ça évolue, on pourra reparler de l'évolution tout à l'heure. Mais tout d'abord, pour présenter Astrée, ce que je veux dire, c'est que
Si cette association s'appelle Astrée, c'est parce que c'est la déesse de la bienveillance. Et la bienveillance, c'est un élément clé de notre fonctionnement. On le verra tout à l'heure aussi. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des bénévoles, tous bénévoles, en dehors de quelques salariés au siège social à Paris, mais tous bénévoles dans les antennes. Et donc, la bienveillance, c'est quelque chose de fondamental. Astrée, sur le fond, se veut une association qui lutte contre la solitude, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, de différentes manières, je pense qu'on y reviendra plus complètement. Mais le fondamental, c'est de rompre la solitude et d'essayer de re-sociabiliser au maximum ceux qui sont en grande difficulté. Et donc tout ceci par l'accompagnement, par un accompagnement spécifique, un accompagnement par l'écoute, et qui s'inscrit, on y reviendra sans doute aussi, dans la durée et dans la régularité. Il ne s'agit pas, qu'on soit bien clair dès le départ, d'un accompagnement de service. Il y a des tas d'associations qui font ça et qui font ça très bien. Nous sommes, nous, dans l'écoute, dans la reformulation et dans l'objectif de redonner un maximum de chance à la personne en solitude de retrouver véritablement une autonomie. Ok. Un vrai accompagnement sur soi-même, par soi-même, mais avec l'intervention d'un bénévole pour le soutenir sur du long cours. Tout à fait. Alors pour bien comprendre vraiment notre sujet lié aux solitudes, il nous a semblé quand même assez intéressant de revenir concrètement sur ce mot solitude et de bien comprendre de quoi nous parlons concrètement. Puisque la solitude peut être sous différentes formes. Nous avons la solitude qui est choisie, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problématique, puisque c'est quelque chose qui est positif et qui va apporter un certain bien-être. Quelle ermite dans le désert. Exactement. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans nos échanges, et c'est là où vous intervenez au sein de l'association, c'est pour lutter contre la solitude dite subie. Et là, elle présente aussi elle-même différentes formes, cette solitude-là. Est-ce que Joël, tu peux nous présenter un petit peu la définition vraiment de ces solitudes subies pour bien comprendre de quoi nous parlons? Oui, exact. Nous avons l'habitude de parler de deux approches de la solitude. On dit qu'il y a la solitude, effectivement, la solitude subie qui est liée à un isolement total. On peut être seul vraiment dans le rural, dans une maison, ne plus voir personne, ne plus voir d'enfants, ne plus voir personne. Géographiquement, on est seul, on est isolé. Et là, véritablement, c'est une solitude qui existe aussi dans la Sarthe comme ailleurs. Ouais. Et puis il y a quelque chose qui est un peu plus ténu, un peu plus pervers, si j'ose dire, c'est le sentiment de solitude. Parce qu'on peut être au milieu de 1000 personnes, on peut être au milieu d'une famille même, et puis se sentir seul en permanence, et parce qu'on est isolé, parce qu'on a des problèmes personnels, parce qu'on sait difficilement s'ouvrir aux autres, et que les autres manquent d'intérêt pour soi. Donc il faut bien distinguer les deux cas, effectivement, qui ont les mêmes conséquences, finalement, souvent, mais n'ont pas les mêmes causes. Et donc, effectivement, il y en a un qui va vraiment parler du manque de présence, d'interaction sociale par la quantité. Et donc, c'est là où on parle, par exemple, l'éloignement géographique, l'isolement géographique, l'isolement humain, parce qu'on n'a pas d'interaction sociale, ou très peu. Mais ça peut également être la solitude liée par un manque de qualité liée à la relation sociale et à l'intérêt qu'on va porter au cours d'une interaction sociale. Exact, tout à fait. La solitude dite objective, la quantité en quelque sorte, et puis celle qui est plus subjective, liée à la personne, et qui va être une solitude de manque de qualité de présence. Et donc, finalement, ces solitudes dites subies vont impacter et vont rendre délétères nos interactions, nos relations sociales, comme tu le soulignes. Et plus précisément, à deux niveaux. Au niveau individuel, où là, la personne qui subit cette solitude va augmenter son sentiment du coup de solitude, potentiellement son repli sur soi-même,
va réduire ses interactions sociales par peur d'oser et par peur de parler de ce qu'elle peut ressentir. Au niveau collectif, on va aussi observer progressivement une certaine défiance, une défiance vis-à-vis de l'autre, de se dire que la personne en face de moi finalement s'en fiche de ma situation et ne peut pas me comprendre. Il peut avoir aussi une situation de défiance vis-à-vis des institutions et donc aussi, dans ce cas-là aussi également réduire et limiter les interactions au sein de l'action collective plus globalement. Dans beaucoup de vos témoignages, vous nous faites part d'un sentiment de solitude, un isolement relationnel, mais pour autant, vous avez évoqué de ne pas trop réellement savoir vers qui vous tournez ou comment faire pour rompre. Finalement, c'est un cercle potentiellement vicieux, puisque sans trouver de solution par soi-même ou par le biais d'autres, on ne sait pas comment casser ce rouage. Joël, pouvez-vous un peu plus nous dire concrètement comment vous menez un accompagnement d'une personne qui toque à votre association et comment les bénévoles interviennent auprès de chacun? Très bien, bien sûr. Vous parlez tu parles de cercle vicieux et nous essayons, nous, de mettre en place un cercle vertueux, voilà. Donc, toujours par cet accompagnement. Alors, comment les choses se présentent? Eh bien, d'abord, évidemment, il faut que l'association se fasse connaître. Nous sommes présents actuellement dans 21 villes en France, ce qui n'est pas considérable, mais enfin, ce qui est déjà important quand même. Et donc, partout, on essaie de se faire connaître en fonction de l'antériorité de l'association locale, de l'antenne locale. C'est plus ou moins vrai. Mais de toute façon, partout, l'accompagnement se fait par des bénévoles. Et par des bénévoles qui n'ont pas seulement de la bonne volonté, un bénévole de bonne volonté, mais qui sont formés. Et ça, nous insistons beaucoup là-dessus, parce qu'à partir du moment où nous entrons dans une logique de relation humaine, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être très attentif et donc être formé. Et ces bénévoles sont formés à des approches psychologiques, bien sûr, et surtout à l'écoute. Ils sont formés dans une formation initiale de plusieurs jours, qui, pendant la période de Covid, évidemment, était plutôt en visio qu'en présentiel, mais ça n'empêche que la formation était quand même de qualité. Ils sont formés ensuite en ce qu'on peut considérer une formation continue, hein. C'est-à-dire que tous les mois, il y a ce qu'on appelle des GEP, des groupes d'échange et de pratique, qui permettent d'étudier des cas qui sont un peu particuliers, parce que chaque cas d'accompagnement est un cas particulier, est un cas différent. Tu l'as dit tout à l'heure, les différentes causes sont nombreuses et les manières de les vivre sont nombreuses aussi. Et puis, il y a aussi des retours d'expérience. Et puis, il y a un autre élément qui est important aussi pour le bénévole, c'est que ce qui se constitue, c'est une équipe à trois. C'est-à-dire, il y a la personne qui va être accompagnée, il y a le bénévole qui va être en relation avec elle, et puis il y a ce qu'on appelle un référent. Hein. Et donc, d'une part, le trinitaire est toujours mieux que le binaire, mais on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais aussi, ça permet justement d'étudier les différents cas qui se présentent et d'avoir pour le bénévole quelqu'un à qui il pourra questionner, et puis pour ce référent de vérifier si le duo fonctionne bien en questionnant, etc. Donc, ce bénévole formé va être mis en relation avec la personne qui va avoir appelé. Finalement, qui va avoir appelé un numéro de téléphone ou qui va avoir indiqué sur le site ou par courrier mail qu'il souhaite être mis en relation. Encore faut-il qu'il le souhaite. Hein. Ouais. L'un des problèmes que nous rencontrons souvent, c'est que, peut-être qu'on en reparlera aussi, c'est que finalement, on n'ose pas. Effectivement. On n'ose pas, on a honte, on a un problème là, et quand on est en difficulté, on ose à peine en voir. Donc, il faut dépasser ça. C'est pas obligatoirement facile, mais moi j'encourage tous ceux qui
sont dans cette situation à le faire, à oser. Et ils auront à ce moment-là une rencontre avec une personne qui les écoutera et qui les mettra en relation avec un bénévole. D'accord. Donc effectivement, il y a un premier échange avec ce référent qui ensuite met en relation avec le bénévole où il sent que le binôme pourra bien se construire et se consolider ensemble. Et à partir de là va se construire une relation qui va s'inscrire dans la durée et dans la régularité. Et ça, c'est très important et c'est un peu spécifique à Astrée. Nous ne sommes pas là pour des coups, nous sommes là pour inscrire notre action dans la durée et pour faire en sorte que la personne qui est en difficulté puisse se remettre finalement debout, en quelque sorte, dans la durée. Quand je dis dans la durée, ça veut dire que la moyenne qui est indiquée, la moyenne d'accompagnement chez Astrée, c'est de l'ordre d'une année, voire plus. C'est très important. Et la régularité, parce que le bénévole va s'engager à voir ou à appeler, dans les périodes encore une fois de Covid, c'était par téléphone, à appeler son accompagné, sa personne accompagnée, toutes les semaines. Toutes les semaines, à raison d'1 heure, 1h30, de manière à ce qu'une relation étroite s'installe. Non pas une relation de conseil et de service, mais une relation d'écoute. Car là aussi, au-delà du terme de bienveillance, c'est le terme d'écoute qui est fondamental. Le bénévole doit passer 90% de son temps, c'est un schéma, c'est une idée, à écouter. Et c'est la personne qui est accompagnée qui, par la réflexion, par la reformulation qui va se produire, va cheminer et va enfin découvrir comment elle peut éventuellement regagner en quelque sorte sa propre confiance. Super. Donc finalement, et on va revenir par contre dans une petite minute concernant la période Covid, mais effectivement en t'écoutant depuis ton début d'intervention au cours de ce live, je me suis notée, et puis dans nos échanges, vraiment des notions et des mots-clés à retenir au sein de l'association Astrée dans vos méthodes d'accompagnement. Le premier, c'est la bienveillance qui est forcément le fondamental de votre intervention. Le deuxième mot, et tu l'as encore bien souligné là, c'est cette écoute qui est essentielle pour porter la considération à l'autre, comprendre où est la difficulté pour la personne qui a besoin de cette aide. On dit même écouter jusqu'à entendre. Ouais, ça veut tout dire. C'est très important. Moi, j'aime beaucoup ces termes-là. Écouter jusqu'à entendre. Pas seulement écouter, les gens en général écoutent très peu. Et écoutent en fonction de ce qu'ils pensent eux et qu'ils vont redire, etc. Mais jusqu'à entendre presque ce qui n'est pas dit. Et donc pouvoir reformuler, etc. Et ce travail de reformulation qui va impulser la personne aidée à faire ce travail sur elle-même. C'est comme ça, et à retrouver ce que je peux dire, parler d'autonomie, de retrouver sa confiance en autonomie dans sa vie de tous les jours et dans ses interactions, dans la relation à autrui. Tout à fait. Et quand tu dis retrouver, faire un travail sur elle-même, il ne faut surtout pas affoler les personnes qui nous écoutent. C'est un travail qui se fait presque à son insu. Oui. À l'insu de son gré, comme diraient certains. Donc, oui, bien sûr, c'est tout à fait important parce que c'est un travail d'ordre psychologique finalement qui se fait, qui à travers un mot, une phrase, va pouvoir déclencher un certain nombre de choses. Et là, tu as tout dit parce qu'effectivement, se sentir écouté, ça fait déjà un bon pas pour la personne qui a besoin de cet accompagnement. Ça libère aussi et ça décharge tout ce qui peut peser sur le cœur ou l'esprit. Très important. La plupart des personnes manquent d'écoute. Pas seulement celles qui sont en difficulté. Et de qualité d'écoute. Effectivement. Tu parlais juste il y a quelques instants de votre gestion en période Covid. Et effectivement, il y a 2 ans, nous avons été touchés par, dans un premier temps, cette épidémie qui s'est vite transformée en pandémie. Nous avons subi, tout l'État, toute la nation a subi cette succession de confinements, de réadaptation de son mode de vie, de limitation des rencontres, limitation de rassemblements. Ça a sûrement aggravé notre situation liée à ce sentiment de solitude et d'isolement.
Joël, vous, au sein de l'antenne Sarthe et plus largement au sein de l'association, bien entendu, vous avez continué à œuvrer et à lutter pour ce que vous faites. Mais dans la pratique, comment vous avez dû aussi vous réadapter l'accompagnement. Et est-ce que tu veux en parler justement de ces Oui, deux dernières années, plus spécifiquement depuis septembre 2020? bien sûr. En fait, on n'a pas eu besoin de se réadapter parce qu'on s'est adapté tout de suite à une situation effectivement, qui était déjà présente. On ne prévoyait pas. C'est-à-dire que, bon, au lieu de rencontrer et nous-mêmes, la petite équipe de fonctionnement, de rencontrer les bénévoles en direct, ça a été un peu plus compliqué. Pour les mettre en relation les uns avec les autres, parce que nous sommes une association, et donc il faut aussi qu'il y ait une certaine convivialité à l'intérieur de l'association pour que cette convivialité puisse transparaître vis-à-vis des accompagnés. Eh bien, on a été limité dans ce domaine, on a donc fait de la visio, la formation a été en visio, au lieu d'être en présentiel, etc. Et puis, pour les accompagnements proprement dit, eh bien, nous sommes évidemment mis au téléphone. Il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, mais ça ne nous a pas empêché de démarrer, ça ne nous a pas empêché de recruter des bénévoles, ça ne nous a pas empêché de communiquer et de faire en sorte que des personnes à accompagner puissent nous contacter. Donc finalement, on s'en sort pas trop mal. Oui. Tant mieux. Nous avions une réunion conviviale qui était prévue début janvier pour qu'enfin les bénévoles puissent se retrouver tous ensemble, ce qui n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, ça aura lieu plus tard, ça n'empêche pas de poursuivre et de continuer à accueillir des bénévoles et des personnes à accompagner. D'accord, merci Joël. Je vais m'arrêter un instant, Joël, sur un témoignage. C'est un témoignage de Florence Muller, peut-être, qui nous écoute aujourd'hui dans ce live. Florence nous a expliqué qu'elle était et qu'elle est touchée par l'agoraphobie. Pour tout le monde, l'agoraphobie, c'est une anxiété qui, si je peux la résumer, se traduit par la crainte de ne pas pouvoir s'échapper facilement d'un lieu ou d'une situation. Et donc effectivement, elle pointe du doigt cette difficulté aussi pour elle dans ses échanges, dans les interactions, et du coup ce sentiment de solitude qui pèse. J'ai bien compris dans ton explication de l'association et de la posture de l'association, vous n'êtes pas là pour délivrer un accompagnement au même titre que peut faire un psychologue ou un médecin, voilà, un accompagnement plus médicalisé. Néanmoins, votre intervention peut intervenir de façon très complémentaire, puisque, comme tu le soulignais, vous et tous les bénévoles sont là pour être dans cette considération de l'autre, dans l'écoute, et qui va venir en complément d'un suivi thérapeutique qui pourra avoir lieu avec un professionnel spécialisé. Oui, bien sûr. Le terme de bienveillance est déterminant à ce niveau-là. C'est là où nous ne nous situons absolument pas effectivement comme des professionnels, comme des psychologues, des psychiatres ou autres, mais comme des gens qui ont une bonne volonté et formés néanmoins, parce que tout bénévole aujourd'hui, d'ailleurs, d'une manière générale, dans les associations, le monde est tellement technicisé, on va dire, et c'est pas fini, qu'il est indispensable d'avoir un minimum de formation, mais qui plus est, encore une fois, plus encore dans la relation humaine. Et puis pour ces personnes qui peuvent être agoraphobes, on peut dire que l'un des intérêts de l'association, c'est que nous sommes très souples, à savoir que normalement on va se rencontrer physiquement, c'est l'objectif. Pour l'instant, on a encore du mal à le faire, encore que ça se fasse malgré tout, mais le lieu n'est pas fixe. Vous vous adaptez à la situation de la personne. On peut s'adapter à la situation de la personne. Certaines personnes préfèrent d'ailleurs le téléphone, d'autres préfèrent que ce soit chez elles, d'autres préfèrent que ce soit dans un café ou dans une salle, qui nous est ouverte. Peu importe. Une seule restriction à cela, ce ne sera jamais chez le bénévole, car nous respectons, et c'est un point, c'est le moment de le dire peut-être, l'anonymat et évidemment la confidentialité, mais l'anonymat du bénévole. Donc, quand
son téléphone, c'est toujours en téléphone caché, de manière à ce que le bénévole conserve une certaine réserve, une certaine liberté, qu'il n'y ait pas d'excès. Totalement. Tu fais bien de le souligner, effectivement, pour marquer aussi cette distanciation et ce respect de distanciation qu'a droit le bénévole dans ses interactions. Tout à fait. Et bien entendu, c'est l'occasion peut-être de le dire aussi, en toute confidentialité. Il y a un engagement de confidentialité. Il y a une charte d'engagement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une charte d'engagement qui est signée entre le bénévole et l'association qui engage donc le bénévole. Alors, Joël, je souhaiterais qu'on aborde aussi un point tant qu'on parle des bénévoles, et je vois qu'on a plusieurs commentaires en ce sens. On en avait dans la préparation et là, actuellement, des personnes sont intéressées. Au sein de l'association Astrée, comment pouvons-nous devenir bénévoles? Eh bien, on peut devenir bénévole à partir du moment où on se manifeste comme étant déjà volontaire pour l'être. Ça veut dire que nous avons entendu parler de l'association, ça veut dire qu'on s'intéresse aux autres, ça veut dire qu'on est prêt à donner un peu de son temps, qu'on veut se rendre utile dans la société, etc. Donc il y a un certain nombre de critères et de conditions pour être bénévole. Conditions qu'on essaie avec un recrutement qui se fait toujours au minimum à deux. Lorsque le bénévole a connaissance de l'association, il appelle le numéro de téléphone dédié, celui de la Sarthe en l'occurrence, mais qu'on trouve sur Internet facilement. On trouve sur Internet, on pourra donner si vous voulez celui de la Sarthe tout à l'heure, mais c'est valable pour toutes les antennes qui existent. La liste, je suppose, vous l'aurez aussi, vous pourrez la diffuser sur Internet. Donc à partir du moment où on téléphone, le bénévole téléphone, il est reçu par au minimum deux personnes, et puis on présente l'association, le bénévole bien entendu se présente, et se présente non seulement avec ses critères personnels, mais aussi avec ses volontés, avec ses souhaits. Certains sont plus orientés vers le fonctionnement, d'autres vers l'écoute. Certains même, et c'est intéressant de le dire aussi à vos auditeurs, certains même souhaitent faire de l'accompagnement, mais ne souhaitent pas, par exemple, aborder tel ou tel problème. Si ils ont vécu, par exemple, je prends l'exemple du divorce, un divorce un peu difficile, ce sont des gens qui parfois nous disent, bon, moi je veux tout bien, mais le problème de divorce, je ne souhaite pas les aborder. Et à ce moment-là, nous en tiendrons compte ultérieurement lorsque nous mettrons en contact. D'accord ? Dans le fameux binôme à constituer entre personnes aidées et bénévoles. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça peut être un problème de quelqu'un qui a subi une dépression dans les années passées, qui ne souhaite pas retrouver des bénévoles, enfin des personnes à accompagner dans ce domaine. Donc nous tenons compte de tout cela. Donc il y a un échange qui se fait avec toi en tant que référent de l'antenne ou avec d'autres référents de... Nous sommes toujours deux. Moi je suis toujours là effectivement. Et puis quelqu'un d'autre qui est d'ailleurs une personne très importante chez nous parce qu'elle va être la plateforme de mise en relation entre les bénévoles et la personne à accompagner. Pour faire ce matching. Et elle sera en partie aussi référent. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais donc ce bénévole va appeler, et puis si nous considérons que les qualités sont a priori requises, il va entrer en formation, comme on l'a vu tout à l'heure, plusieurs jours, plusieurs journées ou plusieurs soirées en fonction de ce qu'il se passe visio ou pas. Et à ce moment-là, si la formation lui convient, si la personne qui assure la formation considère que c'est jouable, et si dans un entretien post-formation, on considère tous que c'est possible, à ce moment-là, il deviendra bénévole après avoir signé la charte d'engagement. D'accord. Mais il deviendra bénévole uniquement à ce moment-là. D'accord. Donc si je veux résumer très succinctement, je veux devenir bénévole, j'ai votre numéro de n'importe quelle antenne en France, je vous appelle,
on convient d'un rendez-vous, je peux exposer ma motivation finalement, pourquoi je veux être bénévole, ce que je veux apporter à la personne dans le cadre de ce travail de bénévolat. Je satisfais par rapport à cet échange à la charte, à la bienveillance de votre association. Vous m'inscrivez dans ce parcours un peu de formation qui reprend les grandes lignes du bénévole formé que tu nous présentais tout à l'heure. Une fois qu'on a eu les retours positifs des uns et des autres, je signe ma charte. Des uns et des autres, oui, c'est ça, y compris le retour positif du bénévole lui-même, qui se sent à l'aise ou pas. Exactement. En fin de formation, c'est très important. Et même certains ne vont pas jusqu'au bout de la formation. Okay. Ils peuvent, au bout d'une journée, dire bon, non, c'est pas pour moi, parce que c'est quand même un cadre un peu particulier. On ne vient pas, encore une fois, pour aider à faire des courses, pour donner des conseils, etc. On vient pour écouter. Et c'est pas donné à tout le monde. Totalement. Et donc, par la formation, on sait soi-même, en tant que bénévole, si on peut ou si on ne peut pas. Donc, profitons de cette petite antenne pour faire un appel aux bénévoles où vous allez pouvoir avoir formation et accompagnement au titre de l'action que vous souhaitez déployer sur la visée collective. Joël, je veux revenir un petit instant sur les causes qui peuvent amener aux situations de solitude, aux situations d'isolement. Beaucoup de témoignages ont été livrés sur le fait que des personnes se retrouvent seules suite à l'arrivée d'une maladie d'un proche, de prendre le rôle de proche aidant, qui peut être des fois aussi subi parce que ça nous arrive comme ça et qu'on a besoin de porter assistance à son proche, parce qu'on n'a pas envie de le laisser, parce que voilà, il y a beaucoup de relations familiales, humaines qui transitent par ce biais du rôle de proche aidant. Nous avons également des personnes qui ont témoigné le sentiment d'être arrivé à une situation d'isolement et de solitude après la perte d'un proche, un décès, une séparation, comme tu le disais. Finalement, on se rend compte que le sujet de la solitude touche tous les âges. Tous les âges, absolument. Oui. Vous intervenez à partir de 18 ans, il faut que la personne soit majeure. 18 ans, pour que la personne soit majeure, effectivement, car nous ne pouvons pas intervenir juridiquement. La personne ne peut pas prendre de décision officiellement par elle-même si elle n'est pas majeure. Oui, ça c'est un problème juridique. Et tout à l'heure, tu as pointé aussi Nous intervenons à partir de 18 ans sur cette action-là. Oui. On aura peut-être l'occasion de parler, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais peut-être un tout petit mot quand même des autres actions que nous menons, mais on peut y revenir comme tu veux. Prends cette opportunité c'est simplement pour dire que parallèlement à cette action générale d'accompagnement, qui est le fond même de notre association, nous avons aussi à l'association la possibilité de lancer des actions collèges. C'est l'idée de travailler dans les collèges pour que les jeunes puissent devenir quelque part chacun l'accompagnement d'un autre. Et donc c'est un travail là beaucoup plus collectif qui permet de former petit à petit des gens qui seront attentifs, des veilleurs, des éveilleurs, qui pourront être utiles dans les classes suivantes. Et puis, l'autre action qui est menée aussi, c'est une action un petit peu spécifique dans le cadre des sorties d'hôpital. Bon, je ne vais pas... Vous avez des actions les gens qui sortent de l'hôpital sont parfois en situation de détresse encore plus que d'autres, et donc ont besoin d'être soutenus particulièrement. Voilà. C'est ce que je voulais souligner. C'est une très bonne aparté. Et justement, dans toutes ces causes qui peuvent conduire à des situations d'isolement et de solitude, Joël, j'ai pu lire que 3/4 des personnes n'osent pas. Et on parlait tout à l'heure justement de ne pas oser en parler, de ne pas oser franchir le cap, de toquer à la porte d'une personne, d'un professionnel, d'une association. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de témoignages en ce sens-là, mais les personnes ont réussi à pouvoir faire part de leur propre situation par le biais de cette préparation au Facebook Live. Et peut-être que certaines se sont connectées entre-temps et n'osent peut-être pas évoquer d'elles-mêmes ce qu'elles rencontrent, ce qu'elles ressentent.
Comment pouvons-nous les conseiller aujourd'hui pour tenter de franchir ce pas si elles souhaitent être accompagnées? Eh bien, on ne peut faire que leur conseiller, encore une fois, de ne pas rester seul. Hein. C'est un de nos flyers de base, ne pas rester seul, ne restez pas seul. Si vous n'osez pas pour une raison ou pour une autre appeler, eh bien quelqu'un peut le faire à votre place pour la première fois. En disant, ben voilà, ma maman, elle est vraiment seule, elle est d'accord, mais elle n'ose pas vous appeler, etc. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Ça sera la première fois, parce que ensuite, évidemment, la relation sera binaire, c'est clair, enfin, avec le référent. Mais le seul conseil qu'on peut dire, c'est appelez-nous, et puis on verra ce qu'on peut faire en fonction de votre souhait, bien entendu, en respectant totalement votre liberté, car on ne peut pas aider les gens malgré eux. Et donc, en fonction de leurs souhaits, on verra ce qui est possible. Mais de toute façon, ça restera au niveau de l'écoute, toujours, et de la bienveillance pour essayer d'entendre la difficulté de cette personne et de l'aider à remonter la pente. C'est ce que nous souligne Corinne, qui témoigne que déjà d'aider sa propre famille, c'est difficile et qu'on peut vite se sentir seul. Finalement, chaque aidant devrait pouvoir être aussi lui-même accompagné. Pour être aidé, il faut être soutenu. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, merci d'aborder cette question, parce que dans les personnes seules, dans les personnes en difficulté, en grande solitude, il y a des aidants. Et les aidants, par exemple, d'enfants qui sont placés, de familles placées, etc. On est en relation avec certaines associations qui ont pour objectif de placer des enfants. Et donc, dans des familles d'accueil, et il y a des familles d'accueil qui se sentent un peu démunies par rapport à cela. Donc, toute cette notion des aidants peuvent devenir aussi des gens en difficulté. Donc ceux-là peuvent être aidés. Il n'y a pas besoin d'être en dépression profonde ou en maladie sérieuse pour être aidé. Et dès qu'on ressent une détresse un petit peu plus grande, qu'on n'hésite pas effectivement à appeler, et notamment les proches aidants, bien sûr. Hein, je pense peut-être à des gens qui accompagnent des personnes qui ont des maladies dégénératives. Bon, il est évident que ce sont des gens qui sont seuls, qui sont peut-être pas seuls parce qu'elles sont à deux la plupart du temps, mais seuls dans la réalité de ce monde. Et donc, c'est important qu'ils puissent eux-mêmes être accompagnés. Et donc de continuer à oser d'en parler et de venir franchir la porte des associations comme la vôtre. Bien entendu. Et les parents aussi, on peut penser à tous les aidants de malades psychiques, hein, qui ont des soucis à ce niveau-là également. C'est l'occasion d'être écoutés. J'ai recueilli une autre question à travers la préparation de ce live. C'était une question d'Emmanuel Aurore qui souhaiterait pouvoir des rassemblements de personnes qui ont besoin d'aide, de pouvoir se retrouver autour d'un café, autour d'un dîner, d'une sortie culturelle, sociale, et se poser la question si votre association, l'association Astrée, fait ou pense pouvoir faire ce type d'organisation, de rencontre entre personnes accompagnées, si vous avez ciblé un intérêt conjoint. Comment tu prends cette question, par exemple? Oui. C'est une question intéressante. Je ne suis pas politique. Hein. Je dirais que c'est une question intéressante à laquelle vraiment qu'Aurore soit remerciée. Personnellement, je n'avais pas pensé, et qu'on ne nous a pas, donné comme étant une indication des années passées. Peut-être que ça existe ici ou là, mais en tout cas, ça mérite réflexion. Ceci étant, il est bien clair que l'écoute en tant que telle ne peut se faire véritablement dans le sens où nous la faisons nous, qu'individuellement, que bilatéralement. Ça c'est clair, une écoute profonde. Alors,
Et puis la notion, là aussi, d'anonymat et de confidentialité fait que ça peut paraître assez difficile. Mais on sait bien, enfin je pense à certains groupes dits anonymes qui se font, et c'est l'objet de certaines réunions, peut-être dans d'autres associations. Peut-être que dans un jour proche ou prochain, on pourra l'envisager. Encore une fois, personnellement, je ne me positionnerai pas définitivement là-dessus. Mais simplement, je dirais que c'est une idée à voir, à creuser, et que la réflexion mérite d'être menée. Merci Emmanuel pour... C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Alors écoutez, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce live s'il n'y a pas de questions entre-temps. Et donc le message que je souhaiterais, et je pense que tu me rejoindras en ce sens-là, et qui conclut un peu cette dernier échange lié à oser parler, c'est la nécessité d'ouvrir la parole, la nécessité de permettre ces temps d'échange comme nous le faisons aujourd'hui. Et c'est là tout l'intérêt de l'action Journée de solidarité, c'est de continuer à sensibiliser, à mobiliser l'ensemble de la société, l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées directement ou indirectement sur le sujet, et de continuer à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur l'aggravation des dernières années sur la situation des solitudes. Oui. Et plus que jamais, nous sommes convaincus que l'expression permet justement d'éviter les conséquences graves liées à la solitude. Oui. La parole, de toute façon, est toujours libérante. Et ça me paraît important. Nous venons de lancer au niveau de l'association un manifeste qui a pour objectif de faire prendre conscience un peu plus à toute la population, mais aussi au pouvoir public, que la solitude est une vraie cause de danger pour notre société, on peut le dire, parce qu'elle s'aggrave. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de santé mentale, et donc ce manifeste qui est lancé est tout à fait important. C'est l'objectif de ces journées de la solitude, effectivement. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, je ne sais pas si je peux présenter ça ici. Donc surtout, ne restez pas seul. N'hésitez pas à appeler. On peut peut-être donner le numéro, on l'a dit, de Annabelle, notre community manager. Annabelle l'a passé. Exactement. Très bien. Et puis, bien sûr, le site national sur lequel vous aurez tous les renseignements voulus. On peut le donner également, www.astre.asso.fr. Le numéro, il n'existe pas, le numéro de la Sarthe, 07 68 11 09 95. Je répète, 07 68 11 09 95. Et avant de vraiment donner le mot de la fin, je veux juste qu'on apporte une réponse à Chantal qui vient de nous transmettre une question. Elle habite dans la banlieue parisienne et souhaite savoir si les interventions, je suppose, de bénévolat ont lieu uniquement en présentiel ou peut-être où on peut être aidé par téléphone. Oui, c'est clair, ça se fait bien par téléphone et même certaines personnes accompagnées souhaitent d'ailleurs rester par téléphone, à tel point que lorsque nous avons démarré l'association officiellement en septembre 2021, nous avons commencé par accompagner des personnes d'autres antennes, notamment de Saint-Étienne, puisque nous n'avions pas encore de personnes à accompagner et qu'elles n'avaient pas assez de bénévoles. Et donc, on les a accompagnés par téléphone, puis petit à petit, on les a lâchés. Donc oui, bien sûr, on peut le faire par téléphone et ça se fait mieux. Évidemment, la relation humaine en présentiel est toujours préférable. Mais pour certains, c'est plus facile. Eh bien, écoute Joël, en tout cas, je te remercie pour ta disponibilité, pour ton écoute, pour tes échanges et surtout ta bienveillance. C'était un réel plaisir de pouvoir préparer ce live avec toi. Je tiens également à vous remercier tous pour certains, votre fidélité à nous suivre au cours des différents lives.
J'espère que cette parenthèse qu'on vous a octroyée vous a permis de bien comprendre ce qu'on entend derrière les solitudes et vous a permis également de vous donner envie de franchir le cap, de toquer à la porte des associations comme l'association Astrée. Sachez que nous avons sorti sur notre site internet do2.fr magazine un livrable, un dossier sur l'isolement des personnes âgées, plus spécifiquement. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, le consulter, notamment si vous êtes concerné par le sujet de près ou de loin. En tout cas, Joël, à nouveau, je te réitère mes remerciements. Eh bien, merci également vraiment du fond du cœur, parce que c'est important pour nous de faire passer effectivement cette idée. Et ça a été effectivement extrêmement agréable de préparer tout cela ensemble. Merci vraiment. Nous vous présentons tous nos soutiens dans vos situations et espérons que vous allez passer encore une fois une très belle année 2022. À très bientôt. À bientôt. N'hésitez pas.